bienvenue au 7e infusion de la série d'infusions qu'on a lancée dans le contexte de Focus. Comme certains le savent, puis pour les nouveaux, je vais expliquer un peu le contexte de cette série-là. Zoo est un hub créatif, en fait, qui vise à supporter les entrepreneurs créatifs dans le développement de leurs entreprises. Et dans ce contexte-là, nous avons créé des programmes d'accompagnement justement pour ces entreprises-là. La série Infusion est une série de webinaires et de workshops qui ont été initialement pour les incuber du programme Focus, mais on s'est dit pourquoi pas en faire profiter la communauté at large parce que les sujets qui sont abordés sont très intéressants et c'est très informatif pour beaucoup de monde. Puis les questions qui sont générées par le public peuvent bénéficier justement les incuber aussi, puis la communauté at large. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat ou dans le Q&A et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de mauvaises questions. La thématique qu'on couvre aujourd'hui, c'est le B2B sales ou vendre aux grandes entreprises ou aux PME. Donc, vendre à des entreprises en général. Puis on a collaboré avec TELUS, qui sont notre grand partenaire pour le Lab 5G, qui nous ont recommandé Sigrid. Puis je ne vais pas forcément faire sa présentation parce que je ne pense pas que je vais lui faire service ou justice en la présentant parce qu'elle a quand même un parcours assez intéressant puis assez éclectique. Donc, je te laisse la parole, Sigrid, pour faire ta présentation. Puis commençons par qui es-tu, puis qu'est-ce que tu fais? Parfait. Alors, je vais partager, attendez 2 petites secondes. Je vais partager mon écran, mais je pense que ce serait mieux. Attendez 2 petites secondes. Je vais partager mon application, c'est beaucoup mieux de cette façon-là. Alors, laissez-moi une petite seconde. Je pense que vous allez bien voir la présentation. Oui. Donc, c'est bon? D'accord. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Enchantée. Donc, je suis Sigrid Ellefson, directrice générale au marché affaires chez TELUS. Donc, le sujet qui a été demandé, c'était un grand sujet, donc c'est vendre aux grands. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des concepts qui sont applicables dans tout processus de vente, donc que ce soit aux petites, aux moyennes et aux grandes entreprises. Je vais faire allusion à chacun des modèles. N'hésitez pas, moi, je ne vois pas le chat étant donné que je suis en mode présentation pour l'instant. Mais n'hésitez pas à intervenir là, si vous voulez, puis à la fin, on peut se garder un moment. C'est certain que si il rentre des questions, peut-être nous m'en informer, puis on pourra comme ça interagir avec les gens. Donc, je me présente un petit peu plus pour vous mettre en contexte de qui je suis et dans quel environnement, dans le fond, j'ai développé mes connaissances et mes compétences tout au long de ma carrière. Donc, ça fait 23 ans cette année que je suis avec TELUS. Donc, on peut dire que j'ai un peu de sang vert, je pense. Mais à chaque 4 ans, 5 ans est arrivé des nouveaux challenges qui se sont présentés à moi, puis des opportunités aussi de carrière. Donc, que je pense avoir provoqué, mais j'ai une organisation qui me soutient énormément puis qui m'a offert beaucoup au niveau du développement personnel. Alors, j'ai débuté ma carrière sur la Côte-Nord. Je suis originaire du Saguenay. J'ai débuté sur la Côte-Nord. J'ai pris un emploi dans une petite entreprise en technologie. Commencé en bas de l'échelle, puis par la suite, ils m'ont donné des tâches, puis ils m'ont donné la responsabilité des ventes internes, puis par la suite externes. Donc, je pense que c'est là que j'ai développé ce goût de la vente qui finalement, ça fait 23 ans que je travaille en vente. J'ai un background en ressources humaines, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez voir certains intérêts au niveau RH et développement individuel d'équipe. Par la suite, je suis rentrée chez Québec Téléphone, qu'on appelle aujourd'hui TELUS, qui est devenu TELUS dans les années 2000. Donc, j'ai commencé comme représentante, donc à la base, puis j'ai fait tous les marchés, donc du SMB, Enterprise, public, parapublic aussi.
et je suis partie ouvrir des régions. Donc, donc tout ce qui est centre du Québec, Estrie, je suis allée développer des régions là-bas au niveau de la vente. Donc, TELUS n'avait jamais pris de part de marché dans ces territoires-là. Donc, on a débuté à développer ces endroits. Ensuite, je suis devenue manager des ventes à Montréal. Donc, j'ai redéménagé une autre fois. Donc, ça fait la Côte-Nord, l'Estrie, puis après Montréal. Donc, on a redéménagé toute la famille pour Montréal. Et là, pour devenir gestionnaire au niveau du mid-market, qu'on appelle emerging market. Par la suite, donc, j'ai pris un poste de direction, donc directrice au SMB Market. Et ensuite, donc, j'ai fait aussi un rôle de stratégie pendant 1 an. Puis, on a développé une équipe marketing pendant cette année-là. Et maintenant, je suis de retour. Puis, j'ai pris tout le mid-market de Montréal. Donc, je gère 4 équipes. Donc, qui sont présentement à faire du développement des affaires dans la grande région de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. 3 volets sur lesquels j'ai développé mes compétences. Vous allez voir, je reviens beaucoup avec ces concepts-là tout au long de la présentation. Donc, tout ce qu'on appelle business mastery, comment gérer puis comment développer cet intérêt-là, parce que si on est aux ventes, on doit avoir un volet qui nous motive puis qui nous stimule, mais en même temps, ça nous prend vraiment un volet de curiosité. Au niveau des affaires. Donc, c'est autant au niveau de la lecture. Vous allez voir, je fais beaucoup de références à comment j'amène mon client à avoir des discussions d'affaires, mais parce que j'ai eu un intérêt aussi, soit dans son secteur d'activité, qu'est-ce qui se passe dans son milieu, pour pouvoir interagir avec lui, et avoir aussi une image de tout ce qui se passe dans son contexte actuel et dans sa business. Donc, tout ce qui est performance, évidemment, développement de performance au niveau des équipes de vente, comment on gère des résultats, comment on fait de la planification de vente. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un paquet de concepts qui va vous aider à vous à faire votre planification au niveau de vos ventes, puis des potentiels de croissance. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est négociation. C'est le nerf de la guerre. Comment on se prépare à négocier. Comment on s'entraîne à négocier et comment finalement on négocie avec des clients. Puis parfois, tous ces outils-là nous servent aussi à négocier à l'interne, tous ces volets de négociation qu'on développe. Donc, je vais y revenir. Tout l'aspect aussi intrapreneur. Donc, vous êtes, vous, des entrepreneurs. Donc, vous avez à développer cet aspect-là au niveau de la business. Vous devez aller vendre vos solutions, vos produits. Et nous, à l'interne, quand je regarde une équipe de vente, ben, je les appelle mes intrapreneurs. Parce que être aux ventes, c'est chaque jour être un héros, chaque jour être un zéro. On repart le compteur toujours. En vente, c'est à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. Donc, je dois gérer ma business, ça m'appartient. Donc, je suis comme un entrepreneur à l'intérieur d'une organisation. Donc, par la suite, développer des projets, c'est ce qui fait en sorte que tu te démarques et tu vas aussi développer des skills personnels que tu n'as jamais eu ou que tu n'as jamais exercé. Donc, de s'intéresser à développer des projets à l'intérieur de son organisation, ça nous amène ailleurs et parfois, ça développe des volets qu'on n'aurait jamais pensé d'avoir ou de compétences qu'on a. Ensuite, bien évidemment, c'est d'investir dans son leadership. Si vous voulez gérer une équipe de vente dans votre organisation, vous êtes sur le point d'embaucher quelqu'un ou de vouloir vous associer à quelqu'un, bien évidemment, ça prend du leadership. Donc, il faut mobiliser puis engager ces gens qui sont dans notre organisation. Ça prend aussi une synergie à l'intérieur des groupes avec qui vous faites affaire à l'intérieur de votre propre entreprise. Et bon, par la suite, j'ai développé là tout ce qui est relations extérieures, beaucoup d'implications au niveau social et évidemment auprès d'organismes à but non lucratif. Donc, je préside un organisme également qui est dans la persévérance scolaire. Et ensuite, j'ai développé beaucoup au niveau de la gestion puis du développement personnel. Donc, je suis devenue coach professionnel. Je gère des managers et des équipes. Puis, comment investir dans ces gens-là pour qu'ils se développent
puis puissent vraiment accéder à d'autres positions et également d'investir dans leur carrière avec eux pour qu'ils se développent. Donc, remettre aux autres ce que moi j'ai reçu. Alors, c'est un grand volet. Maintenant, on va aller dans le cœur de notre sujet. Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, je suis pas capable de changer. OK. Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer et de le côtoyer encore aujourd'hui. C'est le président de Transcontinental. C'est une business qui est dans le print, qu'on appelle donc dans l'impression et qui était dans les journaux et les revues. Et c'est un entrepreneur qui a dû se réinventer à plusieurs reprises, dont les dernières années, parce que vous savez que, vous allez faire face à ça aussi, des clients qui, dans leur propre industrie, ils font face à un grand changement. Un changement de fond, puis ils ne peuvent plus opérer, ils ne peuvent plus, même, donc leur produit ou leur service n'est plus, c'est rendu désuet. Donc, comment on se réinvente? Nous, on vit dans une industrie comme celle-là, en technologie. On est constamment à innover, à se transformer. Et c'est une entreprise qui est très, je pourrais dire, inspirante par rapport à son virage qu'elle a pris. Donc, ils ont abandonné des secteurs d'activité, ils ont investi dans des nouveaux secteurs d'activité. C'était complètement différent pour eux. Et ce que M. Marcoux répète souvent, c'est que son père était un excellent vendeur. Et quand il a pris le risque de devenir un entrepreneur comme vous, il s'est dit, je dois être un bon vendeur. Si je ne suis pas un bon vendeur, je dois avoir quelqu'un à mes côtés qui m'épaule, qui travaille avec moi, mais qui est un bon vendeur. Donc, ça a toujours fait partie de sa réflexion. Et aujourd'hui, ça relève, évidemment, ce sont d'excellents vendeurs. Ce sont des gens qui sont stratégiques et il a investi par rapport à cette pérennité-là. Donc, gardez toujours en tête que si pour vous c'est difficile, ça se développe. Et vous pouvez aussi trouver des gens qui vont vous aider à développer cette approche de vente-là. Puis ça va comme émerger en vous. Et si ça c'est pas là, allez vous chercher quelqu'un vraiment très fort, mais pour être entrepreneur et puis avoir du succès, ça vous prend cette partie-là, ce volet-là au niveau des connaissances et évidemment de développer ses compétences. Donc, je retiens souvent ce modèle-là, puis ils ont eu du succès, puis évidemment, il y en a encore aujourd'hui. Tout va bien? Non? C'est bon? Je continue. Oui, Cette c'est bon. image-là, Tout est bon. parfait. Cette image-là, elle peut paraître complexe, mais ça va être vraiment le cœur de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, puis des trucs que je vais vous partager. Donc, à la base, il faut être ce qu'on appelle quelqu'un qui est un trusted advisor. Donc, comment le client a confiance en moi comme vendeur, mais comment le client aussi voit qu'est-ce que je lui apporte. Ce qui fait en sorte qu'il va avoir une conversation avec moi. Et tout se passe ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'entoure, mais quand ici on dit le why change, OK? Tout démarre ici la conversation avec votre client. Pourquoi votre client ferait un changement pour vous? Si, exemple, c'est un service ou un produit qu'il a déjà. Pourquoi? De se poser cette première question. L'autre, c'est si jamais vous avez carrément une idée et un produit, un service qui n'existe pas et c'est tout nouveau, pourquoi le client ferait un changement? Pourquoi le client intégrerait cette solution ou ce produit-là dans son organisation? Il faut toujours garder en tête pourquoi. Et ce pourquoi-là, ça va vous amener à lui amener au client ce qu'on appelle des insights. Donc, vous allez probablement lui amener des idées qui font en sorte que ça va le motiver à faire ce changement-là. Mais il faut venir toucher un besoin qu'il a, un enjeu qu'il a. Donc, si vous êtes en mesure de découvrir dans son industrie la force de votre produit et service et d'en faire un parallèle dans son organisation versus un enjeu qu'il a. Et là, vous engagez une conversation. Vous engagez une conversation qui est très riche parce que personne n'est là en amont. C'est vous qui êtes là. Et là, vous lui amenez une plus-value
Donc, de la valeur dans son organisation. Personne est là au départ. Fait qu'imaginez comment ce client-là va avoir envie de continuer avec vous. Donc là, ça va l'amener à dire, OK, parfait, on va explorer. Mais pourquoi il ferait ce changement-là tout de suite? Pas dans un an et demi, ou c'est peut-être dans un an et demi. Alors vous, ça vous amène à faire une bonne planification, à se dire, OK, avec ce client-là, ça va être dans un an. Avec ce client-là, ça va être dans 2 mois. Parce que vous savez s'il veut faire ce changement-là immédiatement ou pas. Parce que vous allez venir identifier si ça a des impacts dans sa business. Si ça a des impacts, c'est parce que vous avez découvert qu'il y avait un enjeu d'affaires ou il y avait un projet spécifique. Donc, vous êtes capable de l'articuler, vous êtes capable d'y mettre une valeur. Et c'est là que le client a énormément d'écoute. Parce que vous êtes capable de dire, voici, tu vas être en mesure d'aller chercher tant de parts de marché. Tu vas être en mesure maintenant de mobiliser tes gens, tes ressources parce que tu avais un enjeu de mobilisation. Ou tu vas être en mesure de répondre à ta clientèle 2 heures plus rapidement que ta méthode de travail actuellement. Donc, tout service que vous vendez ou produit doit venir être rattaché à un besoin qu'ils ont et évidemment avec un impact que vous avez dans sa business. Parce qu'au bout de tout ça, c'est des gens qui vont calculer. Que ce soit une très grande entreprise, moyenne entreprise ou petite entreprise, il doit en voir la valeur. Si la valeur n'est pas articulée, puis tout dépendamment à qui on parle, je vais vous montrer une matrice tout à l'heure, on ne peut pas avoir le même discours avec chacun. Pourquoi ils doivent faire ce changement-là, puis quelle valeur vous apportez. Alors, c'est là que vous recommandez votre solution parce qu'évidemment, là, le client est très engagé avec vous, il a exploré. Et maintenant, si vous avez un vrai supporter, votre client dit c'est la recommandation que je fais, ça veut dire que ce client-là va même vous recommander. Parce que vous êtes un trusted advisor avec lui. Vous êtes quelqu'un de confiance. Vous avez apporté de la plus-value. Fait que cette roue-là, elle est continuelle. Et parfois, si je travaille trop ici, puis je n'ai pas développé ici en amont, c'est très rare que je vais avoir du succès. Donc, on va rester plus dans une discussion de prix. Donc, je vais être très transactionnel versus stratégique en amont. Ici, c'est ce que je vous parlais. C'est cette section-là ici où on doit développer, on doit s'exercer, on doit devenir bon. Alors, on doit comprendre les objectifs. Qu'est-ce qu'il y a comme manque chez mon client? Donc, c'est quoi les gaps? Puis en plus, je peux revenir après, rattacher ma valeur à moi, dans mon offre, dans mon service, dans ma solution. Si j'ai décelé ça, si je suis en mesure de le faire parler, je vais avoir du succès. OK, c'est une bonne question. Puis, qu'est-ce que signifie un site 1, 2, 3, 4? Okay? Vous allez le revoir dans plusieurs, quelqu'un qui vient de poser la question, vous allez voir dans plusieurs de mes slides. Okay? Ça pourrait être A, B, C, D. Ça pourrait être le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le niveau, un niveau 1, un niveau 2. C'est la façon à vous que vous allez vraiment mettre, j'ai un super beau visuel tantôt là-dessus, c'est vous qui allez décider comment vous voulez l'appeler. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un site 5, 4, 3, c'est le niveau d'opportunité où je suis. Ici, je viens d'engager la conversation. Je suis au tout début. J'ai identifié que ce client-là aurait un besoin. Donc, je suis à un niveau d'exploration. Donc, dans mon pipeline comme entrepreneur de vente, je le mets. Il est là. Je vais vous montrer plein de petits trucs tantôt comment le faire. Mais vous pouvez pas le mettre dans un niveau 1. Un niveau 1 ou un niveau A, c'est parce que vous êtes en mode signature. Donc, ce contrat-là va rentrer. Fait que vous devez faire de la planification. C'est là que je vous amène à faire 1, 2, 3, 4, 5 ou A, B, C, D, E. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais c'est dans les systèmes que vous allez utiliser de vente, il va vous proposer une façon de le catégoriser. Quand je suis dans le 4 et 3, c'est là, j'ai engagé une conversation, mais je suis en train d'évaluer si, comme tantôt je vous ai dit, est-ce que ça va être dans 2 ans, dans 1 an ou dans 2 mois? Donc, je suis en train de voir si j'ai une réelle opportunité. Je ne peux pas encore dire à mon gars de finance ou vous-même comme entrepreneur, ce contrat-là va rentrer. Ce n'est pas encore un contrat officiel. Je suis en exploration.
Je suis en train d'avancer mon opportunité, mais je n'ai pas encore un engagement officiel avec mon client. Ici, là, je commence à avoir des discussions beaucoup plus finales parce que là, je suis en train de recommander. Puis là, il est en train de me recommander aussi. Il est en train de recommander ma solution. Et c'est là que je tends vers le 1. Le 1 qui est la signature. Le 2, je suis vraiment en négociation finale. Soit contractuelle, soit des clauses, soit vous devez présenter à l'équipe de direction. Vous avez encore des étapes à franchir. Fait qu'on va y arriver tantôt, mais si vous voulez, je vais continuer à vous parler du site 5 jusqu'à 1 pour que ce soit vraiment très visuel dans votre tête. Mais mettez-vous toujours une méthodologie. Décidez comment vous voulez les évaluer, les catégoriser, mais vous ne pouvez pas les mettre dans la même catégorie. Jamais. Les opportunités ont tous un niveau jusqu'au moment où je vais la vendre. Si moi, comme entrepreneur, je me mets toutes mes opportunités, puis j'ai mes lunettes roses, puis je les mets dans le site 1, ben on a un risque. On a un risque de planification. On a un risque à la fin de dire, ben ça n'a pas rentré. Les prévisions ne sont pas là. Ça vous permet de faire des meilleures prévisions. Donc, vous voulez enlever vos lunettes roses puis d'être réaliste. Donc, je continue ici. Oh. Ici, je vous donne les compétences que vous devez garder en tête puis qui vont vous permettre d'avoir du succès. Okay? J'ai parlé beaucoup en introduction du sens des affaires, d'être curieux. Donc, d'être curieux sur notre client, de lire sur lui, de lire sur son secteur d'activité. Ça vous permet d'amener des discussions qui sont très orientées vers ses enjeux, ses objectifs. Avoir une communication efficace. Moi, c'est un volet que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours mis dans mon plan de développement. Puis les gens me disaient pourquoi tu mets encore la communication? Parce qu'à un moment donné, ben, j'étais capable de parler devant un auditoire de 5 personnes, mais pas de 20 personnes. Je trouvais que je communiquais pas bien nécessairement dans certaines rencontres individuelles. Donc, j'ai mis beaucoup d'accent sur cette communication-là, efficace. Et j'invite les gens à le faire aussi parce que un bon communicateur, et c'est une grande force au niveau de la vente, évidemment, parce que vous avez des messages à passer et vous devez retenir l'attention de votre client. Alors, évidemment, capacité d'apprentissage et de collaborer. Donc, ça prend ça comme skills aux ventes. Ça vous prend un esprit critique. Puis, je vais y revenir à cet esprit critique-là. Pour avoir du succès, il faut accepter de se faire challenger. Parfois, on va avoir une stratégie en tête et on fonce. Puis le cycle de vente, il peut être très long. Parce que quand vous m'avez demandé vendre au grand aussi, ça prend de la patience. Et ça prend aussi une capacité à être capable de revenir à travers chacun des sites 5, sites 3, sites 4, de s'asseoir et de se challenger en équipe. Et d'amener des gens qui peuvent avoir aussi l'esprit critique, qui ne sont pas toujours la même opinion que nous, ou qui n'ont pas toujours la même vision que nous, mais qui nous amènent ailleurs. Donc, tout au long du cycle de vente, on ne peut pas rester seul avec son opportunité. Il faut en parler, il faut mettre en place des processus qui font en sorte que je challenge mon opportunité continuellement. Fait que ça, on va y arriver, j'ai un paquet d'outils pour vous là-dessus. Donc, évidemment, ça prend une bonne organisation puis une gestion des processus, ce que je viens de vous dire. Ça prend du grit, ça prend de la ténacité. On perd souvent, on gagne aussi, mais ça prend du grit. Et nos collaborateurs ne seront pas toujours d'accord avec l'opportunité d'affaires. Vous allez avoir des gens qui vont vous empêcher, même dans votre propre organisation. Quand vous allez être 2, 3, 4, 15, 20 employés, il y a des gens qui ne supporteront pas toujours votre opportunité. Qui vont dire qu'il n'y a pas de profit ou qui vont vous dire que ce n'est pas la bonne stratégie, que ce n'est pas aligné avec votre plan stratégique. Donc, ça prend énormément de grit, ça prend de l'énergie, de la motivation. Il faut apprendre à négocier, à gérer des conflits. Hier, j'ai eu une conversation excessivement difficile avec une cliente. C'était très difficile, c'était pas agréable du tout. C'était à moi d'avoir cette conversation-là, c'était pas aux membres de mon équipe. Et ça arrive fréquemment. Donc, si dans une organisation qui n'a pas les mêmes valeurs que vous,
qui ne vous respectent pas nécessairement, il faut à un moment donné être capable d'avoir des conversations plus difficiles. Alors, ça arrive encore aujourd'hui. Puis c'est souvent un bon apprentissage également. Ça prend de préparation aussi pour avoir une conversation difficile. Bien connaître l'organisation. L'organisation de votre client et votre propre organisation. Évidemment, travailler en équipe et collaborer. Je regarde mon temps. Donc, j'y vais. Ça vous prend une gestion de territoire. Qu'est-ce que c'est une gestion de territoire? C'est, en ce moment, vous avez peut-être identifié 5 clients. Vous en avez peut-être identifié 1000. Vous en avez peut-être à l'étranger. Vous en avez peut-être dans la province du Québec. Vous en avez peut-être de façon nationale aux États-Unis. Comment vous catégorisez vos clients potentiels? Fait que vous devez vous faire un plan de match. Ça se fait dans n'importe quel outil. Ça peut se faire dans un Excel, dans un slide PowerPoint, n'importe quoi. Ça peut se faire dans un outil de planification. Mais vous devez vous faire un plan de match. Qui sont mes clients potentiels? À partir de ces clients potentiels-là, est-ce que vous en avez qui sont déjà clients, qui vous amènent des revenus? Donc, ceux-là aussi, on doit les voir dans une catégorie. Est-ce que vous avez déjà des opportunités en cours? Donc, vous devez les identifier. Et encore une fois, est-ce qu'ils sont niveau 1, 2, 3, 4, 5? Et là, vous devez vous faire un plan de match pour l'année. Pour toutes les années, 3 années à venir, pour l'année. Ensuite, pour le trimestre et également pour le mois. Ça nous amène à, c'est bien simple le petit visuel que je vous ai mis, mais quel client, quel prospect vous allez décider de travailler, d'investir? Donc, de commencer à connaître son client. Vous avez peut-être des clients que vous avez déjà commencé à discuter, mais vous voulez aller parler à d'autres personnes dans l'organisation. Qu'est-ce que vous mettez comme objectif pour le prochain quart? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Comment vous voulez parler à cette personne-là? Donc, vous devez vous développer un plan de match qui est vraiment pour l'année, le prochain quart, ainsi que le mois. Donc, on va y revenir dans qu'est-ce qu'on va travailler dans ces comptes-là, mais il faut les identifier. Et comment vous allez arriver à les identifier? Donc, est-ce que c'est un vertical que vous voulez développer en particulier? Est-ce que c'est des organisations où vous savez clairement qu'ils ont un besoin, donc vous devez les attaquer? Mais il y en a peut-être aussi que c'est sur une perspective de 2 ans. Il y en a d'autres, c'est sur une perspective plus court terme. Alors, comment, ici, dans votre plan de match, vous allez mettre des actions qui vont vous permettre d'accélérer des opportunités à court terme, puis de travailler sur d'autres opportunités qui sont plus sur le moyen et long terme. Donc, c'est toujours aller chercher l'équilibre. Je vais y revenir beaucoup sur cet équilibre-là. Ça va? Donc, vendre aux grands. Vendre aux grands, puis vendre aux moyens, puis vendre aux petits. Cette matrice-là, là, ça fait partie de l'art du développement des affaires. C'est très simple, mais en même temps complexe. Quand je vous disais d'être curieux sur le client, quels sont ses objectifs d'affaires de ce client-là? Est-ce que c'est d'aller faire 4 acquisitions? Est-ce que c'est carrément de faire de la restructuration? Ça arrive. Parce qu'ils sont en perte financière, etc. Puis ça peut être une super opportunité pour vous en passant, même si le client est en mauvaise position. C'est peut-être aussi d'aller croître à l'étranger. Donc ici, chez les grands, c'est public. Vous avez tout ça disponible. Vous avez le plan stratégique, habituellement, vous avez tout. Donc, vous pouvez lire, puis là, commencer votre plan de match. Ça ici, c'est vraiment les objectifs d'affaires du client. Si ce n'est pas disponible, bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit avec le client, puis on le fait avec lui. Fait qu'imaginez, vous êtes intéressé à lui, il va parler de lui, de ce qu'il passionne complètement. Donc, si vous avez fait une petite recherche de fond, puis vous vous asseyez avec votre client, puis vous dites, écoute, je veux mieux comprendre, bien, il va le faire avec vous. Parce qu'ici, dans la zone où c'est rouge, ça se trouve à être les objectifs, mais à l'intérieur de l'organisation. Ici, c'est les grands objectifs, mais ici, là, c'est vraiment, OK, on veut avoir une meilleure rétention de notre personnel. On a un enjeu parce que c'était le plein emploi. Maintenant, après le COVID, voici l'enjeu qu'on a par rapport à nos employés. On a un enjeu de notre compétiteur. Notre compétiteur a pris des parts de marché, est devenu numéro 1, on est redevenu numéro 2. On a eu un ralentissement de nos ventes, donc on a un objectif d'accélérer nos ventes. Il faut que vous connaissiez ces objectifs-là de votre client parce que votre solution va venir s'y rattacher à un moment donné.
Mais si on ne comprend pas ces objectifs-là, ça va être difficile après d'articuler notre solution. Et ici, c'est nos contacts. C'est tous les gens qu'on rencontre dans l'organisation, puis comment chacun d'entre eux est rattaché à un des objectifs de l'entreprise. Fait qu'il y en a un qui va travailler un petit peu plus sur la rétention du personnel. Ah, donc, OK, lui, c'est change management. Il va avoir plein de sous-objectifs. Donc, on doit comprendre pour chacune des personnes, c'est quoi son objectif, c'est quoi son enjeu, puis c'est relié toujours. Si on comprend ce qui se passe en haut, vous allez être capable de toujours venir rattacher le contact avec qui vous travaillez, c'est quoi son enjeu. Ici, il y en a un qui c'est la transformation digitale. En ce moment, avec le COVID, évidemment, il y en a tout plein. Il va même avoir des VP COVID, à mon avis, qui vont émerger des entreprises qui vont avoir un statut pour une prochaine pandémie ou un prochain enjeu de cette envergure-là. Donc, comment les entreprises vont réfléchir demain? Donc, moi, ça me préoccupe. C'est une question que je vais poser chez mes clients. Qui est le VP COVID? Qui devient cette personne qui est là de la transformation? Comment on se prépare pour la prochaine? Qu'est-ce qu'on fait de mieux ou de différent? Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, je vous donne des petits exemples, mais il faut toujours garder en tête que à qui je parle dans l'organisation, ben, cette personne-là est rattachée à un objectif d'affaires. Dites-vous qu'elle est mandatée, elle a un plan. Mais ce plan-là est rattaché à un des grands axes de l'entreprise. Ça va? Donc, ça m'amène à, je parle à qui? En ce moment, je parle, par exemple, à ces personnes-là, elles sont vertes. Quand elles sont vertes, ce sont des supporters. Vous pouvez avoir n'importe quel code. Il y a différentes façons. Est-ce que c'est un supporter? Est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment supporte vos valeurs aussi, les valeurs ajoutées que vous amenez dans votre solution? Est-ce que c'est des gens qui sont stratégiques dans l'organisation? Quand je suis jaune, par exemple, ça pourrait être une autre couleur, j'ai moins de relations. C'est plus faible. Je ne sais pas si cette personne-là va me supporter. Et là, on commence à être en haut de l'échelle. Et si la décision se passe en haut de l'échelle et je n'ai pas de relation, je risque d'avoir peut-être un enjeu là. Donc, ça m'amène à réfléchir. Est-ce que je suis encore en mesure de me positionner en haut de l'échelle pour influencer encore? Ou je dépends des personnes qui me supportent. Je prie, j'espère, je me ferme les yeux, mais est-ce que j'étais en mesure de tout lui donner pour qu'il puisse influencer? Donc, plus vous avez de ramifications en haut ainsi qu'en bas, vous avez un fort, fort potentiel de closer votre business, de gagner. Les gens qui sont en rouge, c'est les gens que vous avez de la difficulté à ouvrir une conversation. Ce pas des supporters de votre solution ou de votre produit. Puis maintenant, c'est quoi le plan de match avec ces personnes-là? C'est peut-être un de vos associés, un collègue, un ami. Quand vous utilisez LinkedIn aussi, ça peut beaucoup faciliter. Ici, habituellement, nous, on met les photos, puis on met tout ce qu'on a trouvé sur LinkedIn Sales Navigator, qui est un super bon outil d'ailleurs en vente. Puis ça nous permet de vraiment faire une ramification. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de mon organisation qui le connaît, qui peut m'influencer? Souvent, on découvre ça. Alors, un de vos amis, un partenaire d'affaires, quelqu'un que vous avez rencontré chez vous, le connaît. Est-ce qu'il pourrait faire une connexion pour vous? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce que j'appelle plus un warm call, à ce moment-là, je fais un appel, il y a quelqu'un qui m'a introduit. C'est toute une autre conversation versus l'appeler, puis le contacter, puis il ne vous connaît pas. Donc, ça, c'est une map qui est très importante. Vous pouvez la faire de n'importe quelle façon, mais ça garde un visuel en vous disant OK, c'est vrai que les gens de finance là-bas ne nous connaissent pas. Le VP opération non plus ne me connaît pas. C'est un enjeu parce que il va faire partie du processus de décision. Si on ne connaît pas notre processus de décision, ben à ce moment-là, c'est difficile d'aller identifier qui peut influencer. Donc, je continue. Alors, maintenant, si j'ai identifié ici à qui je parle, puis à qui je veux parler, bien, je dois me préparer. Parce que, comme je vous disais tantôt, je ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui est en finance, quelqu'un qui est en RH ou quelqu'un qui est aux opérations. Donc, je dois aller trouver des aspects de la business qui, eux, tantôt dans notre map, qui sont touchés
Puis comment je vais ouvrir cette conversation-là? Parce que je veux lui amener quelque chose à cette personne-là. Donc, on revient toujours avec notre pourquoi changer maintenant, pourquoi votre client vous choisirait. Donc, tout dépendamment à qui vous allez parler dans l'organisation, vous préparez la façon dont vous allez vous introduire. Parce que parler de soi, c'est une chose, mais à être curieux sur lui, puis d'avoir trouvé un sujet qui le motive, qui fait partie de son quotidien, là, vous allez retenir son attention. Puis vous allez avoir de la place, de l'espace de discussion avec lui. Je ne sais pas si on est correct dans le temps. Je pense que oui. Alors, ça, c'est tout le visuel que je vous ai parlé tantôt. Puis maintenant, ça vous amène à un plan d'action. À qui je dois aller parler? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je comprends vraiment les enjeux? Ah, non. Alors je vais aller lire sur ce client-là. Ça, c'est une autre action. Je veux me préparer à aller rencontrer 3 personnes. Je dois préparer mon contact à aller présenter à l'équipe de direction. Donc, cette planification-là va vous amener complètement ailleurs parce que vous allez contrôler beaucoup plus votre cycle de vente aussi. Alors, ce qu'ils disent ici, là, ça, c'est super intéressant parce que je vais vous montrer un peu le visuel, mais ils disent que ça hausse un taux de gain de 71 de vous préparer comme ça, OK, pour des nouveaux comptes. Puis les comptes qui existent déjà, ça hausse de 60 Donc, je peux y aller les 2 yeux fermés. Bonjour, monsieur le client, parlez-moi de vous. Ou plutôt arriver puis dire bonjour, monsieur le client, l'enjeu d'affaires que vous rencontrez dans votre industrie, c'est la même affaire. Puis là, vous ramenez un sujet de conversation en disant, mais voici ce que j'ai observé, la tendance qui arrive dans l'industrie. Puis en plus, on a trouvé une solution, puis on voit que cette solution-là pourrait accélérer votre croissance en moyenne de 20 Je pense que là, vous allez avoir de l'auditoire. J'ai vu une question passer, mais je l'ai perdue. Est-ce que vous voulez me la poser? Vous voulez me la dire? J'ai pas eu le temps de la lire. Ah, c'est Félix. Oui. Oups, je la vois plus. Des outils à recommander. Écoutez, c'est sûr que cette semaine, j'ai fait une recherche. Je pourrais le retourner à tout le monde pour faire une bonne planif. C'est une super bonne question. Nous, on utilise Salesforce. OK? Salesforce, mais il y a des Salesforce Lite qu'on appelle, mais je pense qu'ils sont assez dispendieux. Alors, les outils que vous avez vus tout à l'heure, c'était vraiment à l'intérieur de Salesforce. Tout ce que vous voyez. Mais j'ai sorti une liste cette semaine pour un entrepreneur qui m'a posé cette question-là. Fait que je pourrais vous la partager tout à l'heure. Je vais la retourner dans le chat à la fin. Puis je mets aussi quel marché ça vise, puis ceux qui sont moins dispendieux. Mais c'est sûr que pour faire... Merci Félix, c'est gentil. C'est sûr que pour faire une bonne planification, ça vous prend un outil, mais je vous dis, en ce moment, je coach quelqu'un qui fait partie d'une organisation de 7 employés. OK? C'est un entrepreneur avec qui j'ai fait des projets extraordinaires, puis je coach sa personne des ventes, puis elle fait dans Excel. On a débuté ensemble, puis c'est correct, elle a un petit CRM. Mais c'est l'idéal, c'est sûr, de le gérer dans un CRM parce que si vous embauchez une personne, 2 personnes, 3 personnes, puis quelqu'un part, bien, vous avez tout dans le système. Ça, c'est toujours l'idéal parce que travailler seul puis pas mettre ça dans le dossier du client. Fait que regardez pour un petit CRM, je vais vous en partager quelques noms, mais ça vous prend un outil. Ensuite, donc, une hausse de 14 de la taille de l'entente. Donc, ça fait grossir votre opportunité. Donc, vous auriez pu vendre pour, par exemple, 100 000 ou 15 000, mais si vous vous planifiez de cette façon-là, puis vous travaillez de façon stratégique en amont, bien, vous avez une hausse de 14 de la taille de votre opportunité. Et vous allez raccourcir le cycle de vente. La plus grande crainte de ce genre de... Oups, je ne l'ai pas vu passer. Il y a une crainte par rapport aux outils. Et vous allez raccourcir le cycle de vente de 26 Donc, vous aviez cette question-là. Comment je peux raccourcir mon cycle de vente? Parce que vous allez le contrôler. Puis vous allez l'accélérer parce que vous allez faire une vraie pénétration à l'intérieur d'un compte. Félix, j'ai perdu ta question.
Donc, est-ce que tu veux la ramener? Tu me dis que tu as une crainte par rapport aux outils. Ma plus grande crainte avec ce genre de planification est qu'elle prenne plus de temps à moi ou mon équipe de faire la planif que l'exécuter. Avez-vous des recommandations ou du moins les Oui. essentiels versus le bonus en termes de planif? Alors, je vais le ramener par rapport à même au sport. Plus je m'entraîne, plus je me prépare, plus je performe. Je vais vous donner des exemples. J'en vois toutes les semaines où on n'a pas fait cet exercice de toute planification-là. Puis je vais vous le montrer tantôt, c'est quoi l'impact. C'est que vous allez recevoir une demande ou un RFP où vous allez arriver, puis vous êtes quatre à avoir la même solution, le même produit. Pas de planification. Fait qu'on a les deux yeux fermés, puis on fait une proposition. Fait que sans se préparer, ça peut être de façon très simple, mais si vous ne vous préparez pas, puis vous ne faites pas de planification dans un compte, vous allez lancer toujours des lignes à l'eau. Lancer une ligne à l'eau. Les deux yeux fermés. Donc, c'est vraiment de développer, de s'exercer au business acumen, de la connaissance d'affaires. C'est comme des petits muscles. On les exerce à chaque jour. C'est jamais parfait. Jamais, jamais, jamais. Puis il faut bien choisir dans lesquels on investit du temps. Mais sans planification, puis je pense qu'il y a un membre de mon équipe même qui est sur la rencontre aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est là, mais à chaque jour, à chaque semaine, je l'amène à mieux s'exercer. Pourquoi? En prenant un pas de recul comme ça, vous allez tellement plus gagner. Je vais vous montrer un visuel. Alors, ça, c'est vraiment trois exemples de préparation. Chez nous, on se prépare beaucoup à faire nos 2 minutes qu'on appelle d'introduction, nos 2 minutes d'introduction dans un client. Alors, voici un exemple d'un compte qui a commencé à utiliser les outils en décembre 2018. Juste de planification comme ça, avec des collègues à l'interne ou seul. Mais évidemment, c'est de travailler en équipe. Et voici comment le compte a cru, a eu une croissance en 2019, ainsi qu'en 2020. C'est exponentiel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on peut tirer des lignes à l'eau, pas se préparer, pas connaître super bien son client. On a un contact, on s'y fie. Oh, parfait, il s'en va présenter. Il y a 5, il va recommander 3 options. Vous avez zéro influencé. Quelle valeur vous créez? Qui sont vos supporters? C'est là que vous allez créer une valeur ajoutée complètement différente des autres, de vos compétiteurs, si vous vous préparez. C'est la même chose que dans le sport. Alors, quand je vous dis ici, c'est une bonne image, vous êtes en mode réactif. Fait que là, vous allez recevoir des RFP, vous allez en faire des propositions. Puis, pas trop de planification, puis on réfléchit pas trop, mais ici, on va rester dans le jaune et dans l'orange. Fait que on va être en mode réactif. Ici, en mode proactif, ben là, c'est là. Vous avez vraiment bien identifié les gaps chez le client. Vous connaissez vraiment ces enjeux d'affaires. Puis, évidemment, vous créez carrément une différence parce que vous êtes au niveau exécutif. Il y a quelqu'un qui vous supporte. Donc, vous êtes dans la proactivité. Si vous êtes dans la proactivité, c'est parce que vous êtes préparé. Sinon, je reste en mode réactif. Je lance des lignes à l'eau. Je pense qu'il y a une autre question qui est apparue. Non? OK. Agrandir le panneau pour afficher. Voilà. Alors, le fameux pipeline, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, j'ai un paquet d'opportunités, je commence à les qualifier, puis oups, là, j'en ai ici qui vont être sur le point d'être signés. Évidemment, c'est toujours un entonnoir comme celui-là. Je vais vous montrer aussi un des entonnoirs qui se comportent moins bien, puis c'est quoi les impacts sur la business par rapport à ces entonnoirs-là. Alors, c'est les fameux sites que je vous disais, donc que j'ai repéré une opportunité. Oups, c'est vraiment une opportunité cible chez le client. Là, oui, là, je confirme que j'ai vraiment une opportunité. Et là, je l'amène à un autre niveau. Là, je suis en train de préparer mon pricing, je suis en train de préparer mon offre, ma proposition, ma présentation. Et là, ici, je suis retenue. Là, je suis à site 2, là, je suis vraiment
Là, le client, il retient, il y a de la tension, il est en train de le recommander. Et évidemment, ici, on est en train de négocier, on finalise l'entente contractuelle. OK. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut ressembler dans un système où vous gérez vos opportunités. Donc, visuellement, qu'est-ce que c'est dans un CRM. Ça vous permet de voir dans le mois, dans le trimestre, donc dans le fond, où vous êtes. Fait que ici, je trouve que c'est le visuel le plus parlant pour vous, c'est dans le corps. Si j'avais juste des sites 4 qu'on appelle, ou des 5 ou des 6, bien, ça veut dire que ça va être difficile pour moi de boucler la fin de mois, de boucler le prochain mois, puis le deuxième, puis le troisième du trimestre. Tandis qu'ici, j'en ai beaucoup dans le site 2. Ce que ça veut dire, c'est que je suis en train de finaliser mon entente, je suis en proposition et je me dirige vers un gain, une signature ici. Donc ici, je trouve en avoir dans ce niveau-là. Alors, ça vous permet de faire une meilleure planification. Ici, je vous ai mis les visuels qui montrent que si vous avez un pipeline qui est anémique. Anémique, ça veut dire qu'il est mince, mince, mince. J'en ai un peu en haut, j'en ai un petit peu qui vont se conclure, mais c'est mince, mince. Je n'ai pas encore de volume. Là, je suis dans le heavy. Là, c'est que j'en ai beaucoup ici, mais j'en ai pas qui va se conclure. Fait qu'il faut que je travaille à les accélérer, à travailler, à les amener vers une signature ou évaluer si j'ai vraiment des bonnes opportunités. Puis là, ici, j'en ai beaucoup, beaucoup qui vont se fermer, mais j'en ai plus pour l'année prochaine. J'en ai plus pour les 3 prochains mois. Là, c'est la panique. Fait que c'est souvent comme ça. Il faut être capable de prendre un pas de recul et de dire, OK, c'est quoi mon plan de match? C'est bon? Puis là, ben, celui-là, il est gonflé au milieu. Donc, j'en ai plus qui se créent en haut. Là, je suis tout en processus de proposition, d'attente, puis j'ai rien qui signe. Je suis comme gonflé. Qu'est-ce que je fais pour en amener à la signature? Puis j'en ai peut-être aussi qui ne sont pas nécessairement bien évalués, ou je dois aller faire de la prospection pour en amener d'autres. Ça va? C'est pour ça que je vous disais ici, ça fait toujours un rôle. Il y a des creux, puis il y a des hauts. Autant dans votre cycle avec le client qu'à l'intérieur de votre pipeline. Donc, ça ici, c'est vraiment un visuel qui dit plus le niveau des opportunités quand ils sont dans l'entonnoir, après quand ils sont en proposition, comme je vous disais ici, puis ici, en train de conclure l'entente. Donc, le client est engagé. Il s'en vient avec nous, avec vous. Alors, je vous laisse sur 3 aspects qui, pour moi, pour mon équipe, qui fait une différence. Et quand je vous disais le niveau de confiance, la relation, c'est super important. Mais aujourd'hui, on ne peut plus vendre juste avec la relation. Parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, puis vous allez voir, ils ont une très bonne relation, mais ils challenge le client. Fait que ça prend donc de la confiance qui s'établit, mais il faut avoir le sens des affaires. Donc, la clé dans ça, c'est ce qui est important. Puis là, ça va vous amener à être beaucoup plus axé sur les bénéfices que vous donnez chez votre client. Puis évidemment, vous devez challenger. Donc, quelqu'un qui challenge, c'est de dire au client, mais si vous ne faites rien, si c'est statu quo, c'est quoi l'impact? Vous pouvez le dire chez mon autre client, dans votre industrie, ben ils l'ont fait. Voici les résultats que ça a apporté. Alors, il faut vraiment penser à l'extérieur, out of the box, à des sentiers battus, puis c'est là que ça va vous amener en mode créativité. Donc, vous allez avoir un impact chez le client. Vous allez vraiment innover. Puis, vous allez avoir une conversation qui est assez directe aussi avec votre client. Mais lui, il va vous remercier parce que vous l'amenez ailleurs dans sa réflexion. Tout ça, c'est avec du travail d'équipe. Évidemment, ça ne peut pas se faire seul. Je vous invite souvent à challenger et à vous faire challenger. Donc, voilà. Puis évidemment, un peu comme tantôt, je disais, plus on s'exerce, ben plus on arrive au fil d'arrivée le premier. En s'exerçant pas, puis il faut apprendre de nos échecs. Quand on perd, pourquoi on a perdu? Puis c'est souvent on revient, c'est qu'on ne s'est pas nécessairement bien préparé. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'installe dans une salle, puis
on fait semblant que là, on présente au client. Fait qu'il y a des gens qui jouent le client, il y a des gens qui jouent le compétiteur, puis il y a des gens qui jouent nous. Et là, on se challenge. Puis souvent, on sort de là, on a rebâti une nouvelle proposition, on a rebâti un nouveau 2 minutes, on a rebâti la proposition complète. Alors, faut s'entraîner, il faut s'exercer ensemble, que vous allez devenir vraiment meilleur. Fait que c'est sur ça que je vous laisserai, mais là maintenant, est-ce qu'on ouvre les questions? Je vais arrêter le partage. On peut effectivement. Oui. Alors, est-ce que Si j'ai répondu pas mal à toutes les questions? Oui. mais si les participants ont d'autres questions puis ils veulent prendre la parole, n'hésitez pas à me faire signe. On va prendre toutes les questions qui viennent. S'il y a des clarifications à faire. Je sais que Félix, tu étais très, très attentif. C'est super. Je vais me permettre Donc, d'enlever le micro de Félix s'il veut rajouter des questions. Je buvais vos paroles. Ah. ben, c'est gentil, merci. Mais je ne sais pas, est-ce que ça rencontrait vos besoins? C'est surtout ça Absolument, comme absolument. entrepreneur. C'est très exhaustif. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué les outils parce que souvent pour une startup, c'est un peu plus cher d'avoir un outil comme Salesforce. Moi, pour ma part, j'ai pas d'autres questions. Je pense que j'ai pas mal tout vu. Je trouve que c'était très présentation, justement. Donc, moi, c'était peut-être. Est-ce que vous m'entendez ou. Oui, on t'entend, Félix, vas-y. Oui, on entend. Allô? Oui. Oui. Félix? Je pense que ligne. Ouais, on l'a perdu. Puis, tu sais, vous savez, tout ça, là, vous pouvez le faire à partir d'un fichier Excel, sans problème. C'est super facile. C'est juste que vous devez mettre en action votre plan de match. Puis pour arriver à faire le plan de match, ben, il faut juste l'écrire. Il faut juste mettre des objectifs, l'avoir visuel, puis être capable de se challenger à chaque mois. Est-ce que j'ai accompli ce que je voulais faire? Puis se mettre des actions précises dans des dossiers. À partir de là, n'importe quel outil. Comme je vous dis, ça peut être une slide PowerPoint pour identifier vos gens. C'est moi, avant d'avoir, parce que dans le fond, là, dans notre CRM, ça n'existait pas, ces outils-là, au départ. On les faisait carrément dans des fichiers à part, puis ça a longtemps été des PowerPoints. Ça ne me dérangeait pas. Le but, dans le fond, c'est juste d'avoir la réflexion. C'est de ça que je veux vous inspirer. Pas de CRM, pas besoin. Ça se fait super bien une planification à l'extérieur de là. Le but, dans le fond, le message, c'est à quoi je dois réfléchir, à quoi je dois penser pour être plus stratégique et mieux gagner. C'est toujours ça. Ouais. Le reste, que vous l'écriviez n'importe où, c'est tellement pas grave. Puis c'est tout par rapport aux relations. Donc, c'est un message que je retiens beaucoup, de trouver le lien pour commencer à bâtir des relations à l'interne, puis d'escalader en fait la chaîne de décision. Oui, exactement. Si on connaît bien le processus de comment on va se prendre une décision, puis ça se pose la question, parce qu'à un moment où vous avez une relation de confiance, puis le client il accepte de vous partager des choses, il va vous le dire comment se prendre la décision. Puis, savez-vous quoi? C'est souvent la question que les représentants ne posent pas parce qu'ils ont peur de la réponse. Parce que souvent, le processus, là, il va impliquer plein de personnes qu'on n'avait pas imaginé. Et on ne leur a pas parlé. Alors ça, retenez ça, d'être curieux sur le processus décisionnel. Vous allez voir, c'est pas toujours ce qu'on a pensé. Parce qu'on assume beaucoup en vente, énormément. C'est une erreur Je t'entends plus, non? C'est une erreur que je vois beaucoup de startups faire dans leur processus de vente, c'est qu'ils assument ce que les entreprises veulent, puis ils essayent de vendre un produit ou une technologie, etc. Puis ils ne prennent pas beaucoup de recul pour mieux comprendre les besoins stratégiques de l'entreprise. Puis je pense que ça, c'est un message clé que si on retient quoi que ce soit de ce webinaire, c'est d'être curieux, puis de prendre le temps de poser les bonnes questions, puis de comprendre les besoins de la personne, plutôt que d'imposer une solution quelconque.
C'est excellent. Puis, tu sais, ça revient aux relations humaines aussi. Plus on est curieux envers quelqu'un, ben, on va lui faire confiance. Il y a une relation qui s'établit. Si on parle juste de nous, de notre produit, souvent, je fais cette relation-là. Si la personne avec qui vous interagissez n'est pas curieux sur vous, puis de façon authentique, de façon super authentique. Donc, vous êtes curieux sur son organisation, puis vous êtes curieux sur la personne. Ouais. Là, vous êtes dans une vraie démarche. Parce que vous démontrez que là, vous n'êtes pas en train de pousser votre produit, votre service. Vous êtes en train d'établir une relation, mais avec la business. Vous avez du business acumen, vous avez des connaissances d'affaires en arrière. Donc, vous amenez une valeur à cette personne-là. C'est vraiment... pas travailler. Ouais. C'est l'enfer. Mais c'est agréable, par exemple, parce que le moment où on en gagne un de cette façon-là, la vibe que ça donne, c'est fou. C'est parce que c'est vous qui l'avez construit. Vous avez clairement fait une différence. En ce moment, il y a des opportunités dans certaines industries, telles que la santé, tout ça, où tu peux aller tellement faire une différence en aidant le business. Tu as une satisfaction aussi parce que tu as un impact sur l'humain, sur ta communauté. Et tout ça est rattaché. Alors, d'utiliser ce processus-là en vente, oui, c'est plus long. Mais c'est beaucoup plus court. C'est plus long, mais c'est plus court après. Puis, je voulais démontrer, c'est sûr que vous allez être un meilleur, votre organisation va croître. C'est clair. Il faut prendre le temps pour l'investir. Absolument. Absolument. Sur ce, alors, je pense qu'on a quand même pas mal couvert beaucoup de matériel aujourd'hui. Donc, Sigrid, merci énormément d'avoir pris le temps de préparer une présentation exhaustive, je dirais. Sans exagération, c'est une des meilleures présentations en vente B2B que j'ai jamais vues. Puis j'en ai vu beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Puis d'avoir pris le temps et la patience aussi de faire tous les tests techniques dans le background cette semaine. C'était c'est correct, je suis en technologie. Ça fait partie de ma vie. C'est pas de problème. Si jamais, Félix, tu as des questions ou tu veux échanger, ça va me faire plaisir. Tu peux rentrer en contact avec moi n'importe quand. Félix, d'ailleurs, fait partie d'une entreprise très, très, très brillante qui s'appelle OVA. Ces gars-là font une technologie en réalité virtuelle qui est très intéressante. Donc, ça pourrait... c'est assez révolutionnaire parce qu'on les voit partout. Ils sont très, très allumés comme équipe. Puis nous, on les aime beaucoup. Puis je vois parmi les participants beaucoup de nos entrepreneurs. D'ailleurs, Hugo qui est en vente aussi, qui est connecté. C'est toujours bien d'en apprendre plus des autres. Donc, merci d'être là. Puis merci à tous les 24 personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Puis à l'équipe TELUS de nous avoir aidés à organiser tout ça. Pour les autres participants, la semaine prochaine, on va couvrir la thématique du growth hacking, du marketing avec très peu de ressources qui va être offerte par Dentsu. Donc, je vous invite à vous connecter encore une fois la semaine prochaine pour une nouvelle thématique business. Puis de garder un œil sur tous les webinaires puis toutes les activités qu'on va faire. On va lancer des nouveaux programmes aussi dans le contexte du COVID-19 en collaboration avec d'autres partenaires de l'écosystème industrie créative et culturelle. Donc, suivez-nous, puis j'espère vous voir tous la semaine prochaine aussi. Sigrid, merci beaucoup. Et sur ce, on va terminer l'appel. Bien, merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès et ceux et celles qui ont des questions, écrivez-moi sur LinkedIn, puis c'est certain que je vais vous répondre tout de suite. Alors, mon cœur est avec les entrepreneurs qui prennent ce risque-là de se partir en affaires. Puis nous, en tout cas, on tient à cœur aussi votre succès. Ça fait partie de notre écosystème d'affaires du Québec et du Canada. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Vous m'avez sorti de ma routine COVID. Alors merci. C'est moi qui vous remercie ce matin. Donc c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Alors je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Bye bye.